Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Merci de nous recevoir à l'occasion des commémorations des 10 ans des attentats de janvier 2015, Hyper Cacher, Montrouge, Charlie Hebdo. Vous étiez à l'époque ministre de l'Intérieur dans le gouvernement de Manuel Valls sous la présidence de François Hollande. Bernard Cazeneuve, le mercredi 7 janvier 2015 à 11h30, la France a subitement été plongée dans l'effroi et la stupeur lorsque la rédaction de Charlie Hebdo a été décimée. Cette attaque terroriste de grande ampleur sur 3 jours était en fait le prélude à une vague d'attentats islamistes sans précédent dans notre pays dans les mois et les années qui ont suivi. Qu'est-ce qui était ciblé il y a 10 ans à travers ces 3 attaques djihadistes ? Ce qui était ciblé, c'est la conception que nous avions de la liberté. À travers les attentats contre le siège de Charlie Hebdo, c'était la liberté d'expression qu'incarnaient les journalistes et les caricaturistes jusqu'à l'impertinence. C'était l'affirmation de la possibilité du blasphème, mais non pas comme une volonté de remettre en cause les religions ou de procéder à une agression à l'égard de ceux qui pratiquaient, mais comme une volonté de rester fidèle à l'esprit français que Voltaire avait parfaitement incarné au moment de l'écriture de ses contes philosophiques. À Montrouge, c'était une remise en cause de l'ordre républicain à travers l'assassinat d'une policière qui, à travers l'uniforme qu'elle portait, incarnait une certaine conception de l'état de droit, de la légitimité de l'ordre républicain et de ce qu'incarnait cet ordre républicain comme possibilité et garantie de pouvoir vivre ensemble. Et à l'Hyper Cacher, sont nos compatriotes de confession juive qui ont été assassinés, pris en otage, et c'était la laïcité à la française, le sens de l'altérité, le respect de l'autre, dans la liberté qui était la sienne de pouvoir pratiquer sa religion, qui était mise en cause lorsqu'on s'attaquait à nos compatriotes de confession juive. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué pendant ces 3 journées de terreur ? Qu'est-ce que 10 ans plus tard vous conservez en mémoire ? Ce que je conserve, c'est le sentiment que nous avions en partage au moment où tous ces compatriotes étaient touchés dans leur chair, au moment où des policiers tombaient. Je pense à ceux qui assuraient la sécurité des caricaturistes et journalistes de Charlie Hebdo. Je pense également à Ahmed Merabé, qui a été assassiné au moment où les frères Kouachi sortaient du siège de Charlie Hebdo, qui a été assassiné vraiment à bout portant par ses frères musulmans qui, animés par une idéologie meurtrière, barbare dans ces manifestations, tombaient sous le feu de ces terroristes. Et le sentiment que nous avions éprouvé à ce moment-là, comme lorsque Clarissa Jean-Philippe est tombée à Montrouge et que l'attentat à l'épicerie Hyper Cacher a eu lieu, c'est le sentiment du chagrin. Et en même temps, une certaine capacité de résilience, une force que nous avons exprimée à l'occasion de la manifestation du 11 janvier et qui était destinée à apporter la démonstration au monde entier, les chefs d'État et de gouvernement étaient là en nombre, que la France, malgré les attaques qu'elle avait subies, était déterminée à demeurer debout. Avec le recul, Bernard Cazeneuve, 10 ans plus tard, est-ce que vous diriez que ces attentats auraient pu être évités ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné alors que les menaces qui pesaient sur Charlie Hebdo étaient avérées, que les frères Kouachi étaient connus des services de renseignement français et que l'État islamique était alors au sommet de sa puissance en Syrie ? Non, l'État islamique n'était pas au sommet de sa puissance en Syrie. L'État islamique n'existait pas encore à ce moment-là. C'est plus tard que l'État islamique a été constitué. Ce qui existait à ce moment-là, c'est des groupes terroristes qui appelaient provoquer au terrorisme, qui appelaient des jeunes à s'engager sur le théâtre des opérations en Irak et en Syrie, et qui constituaient ces groupes terroristes une extraordinaire force d'appel pour un certain nombre de ceux qui pratiquaient leur religion de façon rigoriste, obscurantiste et rétrograde dans notre pays. Donc, lorsque nous sommes confronté à partir de mon arrivée à Beauvau en 2014 à ce phénomène de montée en puissance des groupes terroristes et de départ sur les théâtres d'opérations terroristes de jeunes Français. Je veux rappeler que près de 13 000 emplois ont été supprimés dans la police et la gendarmerie au titre de la révision générale des politiques publiques, que la loi sur le renseignement qui existe à l'époque est une loi qui avait été conçue en 1991, à un moment où il n'y avait ni téléphone portable, ni Internet,
Et nous sommes dans un contexte où la réforme des services de renseignement, c'est-à-dire la fusion entre les renseignements généraux et la DST pour créer la Direction centrale du renseignement intérieur, a fait perdre une grande partie de ses capteurs locaux sur le territoire aux services de renseignement. Donc, ce qui n'a pas marché, c'est l'effet de toutes ces évolutions et toutes ces réformes avant le début de la crise terroriste, par défaut d'anticipation d'ailleurs de ce que cette crise terroriste pouvait provoquer de difficultés, et la nécessité pour nous de procéder très vite à un rehaussement du dispositif de sécurité dans une course contre la montre à laquelle nous étions confrontés. Après l'attaque menée contre la rédaction de Charlie Hebdo, le complice des Kouachi, Amédi Koulibaly, le lendemain matin assassine une policière municipale à Montrouge, la jeune Clarissa Jean-Philippe qui avait 26 ans. On a appris lors du procès que c'était en réalité l'école juive de Montrouge qui était visée et que c'était donc les juifs qui étaient ciblés par ce djihadiste. À quel moment vous l'avez appris, vous ? Moi, je ne l'ai pas appris au moment où ces attentats se produisaient. J'ai simplement, au moment de cette crise terroriste, parce que j'avais entendu dire que l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe était intervenu sur un axe routier qui était non loin de cette école. Un banal accident de la circulation. Oui, je me suis rendu dans cette école. Et à ce moment, j'ai jamais utilisé pour ma part le terme de banal accident de la circulation, hein, jamais. Donc je sais pas qui. Elle est intervenue à l'occasion d'un banal accident de la circulation. Oui. Et Koulibaly se trouvait à cet endroit-là. Et l'a assassiné dans les conditions que l'on sait. Mais effectivement, vous avez raison, non loin d'une école où étaient scolarisés des enfants juifs, et je me suis rendu dans cette école. Et j'ai été d'ailleurs très marqué par cette visite dans cette école, parce que j'ai rencontré dans l'école une maman qui m'a accueilli en larmes, en me disant, voyez, moi quand j'emmène mes enfants à l'école le matin, je suis pas sûr de les retrouver le soir. Et d'ailleurs, je reste dans l'école toute la journée, parce que si mes enfants venaient être assassinés par un terroriste, je me reprocherais toute ma vie de ne pas avoir été à leur côté. Et c'est à ce moment-là que la décision a été prise, quand j'ai vu qu'il y avait sur les lieux de culte, sur les écoles confessionnelles, un risque très lourd qui pesait, de mobiliser l'opération Sentinelle avec le concours de Jean-Yves Le Drian pour faire en sorte qu'il y ait aux côtés des policiers et des gendarmes des militaires qui assurent la protection des lieux de culte et des écoles confessionnelles. Le troisième jour, le vendredi 9 janvier, quelques heures avant l'entrée du Shabbat, les clients et les employés de l'Hyper Cacher ont été retenus en otage. 4 citoyens français ont été tués au seul motif qu'ils étaient juifs. Cet antisémitisme féroce qui était celui de Koulibaly et de ses complices, les Kouachi, est-ce que c'était un élément qui était à l'époque suffisamment connu et pris en compte par les forces de l'ordre et les services de renseignement? Est-ce que vous aviez ça en tête? J'avais ça complètement en tête, et la meilleure preuve, c'est que nous avons pris des dispositions en novembre 2014, dans la loi de novembre 2014, qui étaient des dispositions destinées à bloquer les sites qui appelaient et provoquaient au terrorisme. C'est-à-dire nous avons sorti le délit de provocation à l'antisémitisme du droit de la presse pour le mettre dans le droit pénal. Et vous avez remarqué qu'il y a une polémique qui a eu lieu récemment au motif que le fait que nous ayons introduit ces dispositions dans la loi de prévention du terrorisme de 2014 était, selon certains acteurs politiques, une atteinte à la liberté d'expression. C'était en réalité la volonté de lutter résolument contre la diffusion de propos antisémites sur Internet qui pouvaient être le prélude à des actes antisémites et à des violences antisémites. Ça s'était déjà produit d'ailleurs dans l'histoire de France, puisque un décret-loi avait été pris dans la fin des années 30 par un garde des Sceaux qui s'appelait Marchandeau, et ce décret était destiné à sortir du droit de la presse pour mettre dans le droit pénal les appels et provocations à l'antisémitisme. Et c'est le régime de Vichy qui a remis ces dispositions dans le droit de la presse, avec des arguments assez comparables à ceux qui sont utilisés aujourd'hui par les détracteurs de ces dispositions, qui étaient en réalité destinées à lutter résolument et à matérialiser de façon puissante la volonté de l'État français de lutter dans un contexte de menace extrêmement fort contre nos compatriotes de confession juive, contre l'antisémitisme.
Vous l'avez rappelé, à Bernard Cazeneuve, on garde tous en mémoire cette émotion populaire, cette grande marche, cette unité nationale le 11 janvier dans toute la France. Cet esprit du 11 janvier, le « Je suis Charlie » n'a pas perduré. Comment vous l'expliquez ? Je ne vous parle même pas du « Je suis Hypercacher » qui n'a en réalité jamais existé. Dans le « Je suis Charlie », c'était à travers ce slogan la volonté de défendre toutes les libertés, la fraternité à la française, le refus de toute forme de discrimination, de haine à l'encontre de tous nos compatriotes qui se manifestaient. C'était l'esprit français que nous voulions faire défiler dans les rues de Paris et dans toutes les rues de France, de telle sorte que le pays tout entier, rassemblé, uni derrière ces valeurs, puisse matérialiser son attachement à ce qu'est l'héritage républicain, qui est quand même l'héritage le plus à même de protéger nos compatriotes de confession juive notamment, mais tous ceux qui peuvent être victimes de discrimination, de la violence extrême. Et vous avez raison de dire qu'après les attentats de novembre 2015, qui se produisent donc après Charlie, nous ne retrouverons pas le même esprit. Parce qu'il y a toute une série d'acteurs dans le pays qui ne sont pas désireux de voir le pays manifester son unité derrière les forces de sécurité, derrière les services de l'État pour lutter contre ce fléau qu'est le totalitarisme islamiste, pour des raisons qui tiennent à des calculs politiques, à des formes de clientélisme politique qu'on voit s'exprimer pleinement aujourd'hui de la part d'un certain nombre d'acteurs et qui étaient à l'œuvre dès le jour de la manifestation du 11 janvier. Moi, je me souviens d'une émission sur une radio publique le lendemain de la manifestation où déjà un certain nombre de personnes s'employaient à dénigrer cette manifestation en faisant le compte de tous ceux qui ne s'y étaient pas rendus et voyant dans les gestes de ceux qui ne s'y étaient pas rendus la manifestation de l'absence d'unité de la République face aux défis auxquels elle était confrontée. L'esprit charliste, c'était tout autre chose. C'était la volonté de faire en sorte, autour des valeurs de la République, de ce qu'est fondamentalement la nation dans son ambition universelle, de faire en sorte que tous les Français se trouvent protégés, quelle que soit leur origine, leur appartenance religieuse, parce que la République, c'est ça. Bernard Cazeneuve, un quart des Français considèrent aujourd'hui que les Juifs ne sont pas des Français tout à fait comme les autres. C'est ce qui ressort d'un sondage récent publié par l'Ipsos pour le CRIF. Vous avez participé il y a quelques semaines à la Convention nationale du CRIF. Les préjugés antisémites sont encore très présents aujourd'hui, notamment chez les jeunes. Et là, on est dans quelque chose qui échappe complètement à la raison, qui est du domaine de l'imaginaire. Comment on fait pour lutter contre ça, contre ces stéréotypes antisémites ? Mais on lutte contre les stéréotypes en disant la vérité, en rappelant surtout les faits de l'histoire, parce que l'antisémitisme, ça a déjà existé. On sait la monstruosité à laquelle l'antisémitisme a abouti. On sait les crimes abjects qui ont été commis par des gouvernements totalitaires et par le régime de la collaboration à l'égard de nos compatriotes de confession juive lorsqu'il s'est agi d'accompagner leur extermination, parce que c'est bien de cela dont il faut parler. Donc, je pense que c'est le rappel des faits de l'histoire, c'est le rappel des monstruosités dont l'humanité a été capable lorsqu'elle a abandonné les principes universels qui devraient toujours nous unir les uns aux autres et faire prévaloir entre nous le principe d'altérité qui explique cela. Et puis il y a toujours eu en France et en Europe un antisémitisme latent, larvé, qui ne s'exprime que dans des moments historiques où le relâchement de la société autour de ces valeurs donne un chemin à cet antisémitisme et qui implique qu'on ait le réflexe d'y résister. Le réflexe d'y résister, on le trouve dans la foi et l'ardeur républicaine, je crois. Cette ardeur, cette foi républicaine, ce rappel de l'histoire de la Shoah, ça ne suffit pas, vous le savez. Depuis le 7 octobre 2023, depuis plus d'un an, les Français juifs ou les Juifs français sont confrontés à une flambée d'actes antisémites sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. De quoi cet antisémitisme est-il le symptôme ? Et est-ce que vous faites le lien avec l'antisémitisme qui était celui des djihadistes il y a 10 ans lors des attentats de janvier 2015 ? Est-ce que c'est le même terreau, la même matrice finalement qu'on retrouve aujourd'hui chez les jeunes, puisque l'antisémitisme est présent dans les écoles, dans les universités, dans les collèges, dans les lycées ? Je pense que l'islamisme,
qui n'est pas la religion musulmane, qui est un dévoiement des principes de la religion musulmane par une poignée d'individus fort heureusement minoritaires, mais qui portent en eux le dévoiement de leur religion de façon fanatique, violente, et qui sont l'un des vecteurs les plus déterminés, les plus agressifs de l'antisémitisme, peut expliquer effectivement la résurgence de l'antisémitisme sous des formes nouvelles, différentes, puisque ce n'est plus l'extrême droite seule qui porte l'antisémitisme, mais également ses mouvances et ses sensibilités. Et donc, qui sont en réalité des sensibilités totalitaires et qui doivent être combattues. Donc, lutter contre l'islamisme, c'est pas de l'islamophobie, c'est protéger nos compatriotes de confession juive de la violence qui peut s'exercer à leur encontre, mais c'est aussi, je m'empresse de le dire, protéger l'immense majorité des musulmans de France de la pression qu'exercent sur eux les islamistes pour leur faire pratiquer leur religion d'une manière qui ne correspond pas à la conception pacifique qu'ils en ont. Et si on veut que la République prenne tous ses enfants dans ses bras, quelle que soit leur religion, il faut lutter contre toutes les formes de totalitarisme qui visent à les diffuser et à organiser dans la société française l'idéologie de l'affrontement. Qu'est-ce qui vous paraît aujourd'hui le plus urgent à faire pour lutter contre la montée de cet islamisme radical qui menace les Juifs, donc, mais également tous les défenseurs de la République, Le procès des complices des assassins de Samuel Paty s'est achevé il y a quelques jours à Paris. Mais je pense qu'il faut que la République soit d'une fermeté totale, qu'elle soit sans concession à l'égard de ceux qui portent cette idéologie et qu'il n'y ait pas d'excuses, de recherche de circonstances atténuantes à l'égard de ceux qui, dans la violence la plus extrême, promeuvent un totalitarisme qui est de nature à semer dans le pays la plus grande désolation. Je crois que c'est la fermeté de la République à l'égard de ceux qui s'engagent dans cette voie et qui remettent en cause tous les principes de droit sur lesquels se fonde notre vivre ensemble, qui doit l'emporter et prévaloir en les circonstances où cette forme de violence gagne et commet des crimes. Depuis plusieurs mois, la France traverse une crise politique, une crise sociale assez mouvementée et très complexe. Comment vous voyez l'avenir de notre pays dans les semaines, dans les mois qui viennent, Bernard Cazeneuve ? Je pense que l'avenir de notre pays dépend de la capacité de chacun qui peut y jouer un rôle sur le plan politique, de comprendre que la France est plus grande que lui. Ça dépend aussi de la capacité de tous ceux qui sont sur le champ politique à comprendre aussi que la politique est une abnégation. C'est pas un art de la combinaison, des petits arrangements, des petits avachissements dont nous sommes les témoins et qui aboutissent à grand renfort de narcissisme de la part d'un certain nombre d'acteurs au point où nous en sommes. C'est-à-dire à une crise politique qui tangente la crise de régime et qui peut aboutir au plus grand désordre s'il n'y a pas un ressaisissement, un sursaut. Voilà ce que je pense. Est-ce qu'il y a, ça sera ma dernière question, encore un espace pour la raison, pour la nuance, pour le dialogue républicain, pour ces valeurs que vous portez, Bernard Cazeneuve, aujourd'hui ? Je pense que si cet espace n'est pas entretenu méticuleusement, de façon opiniâtre, quotidienne, ardente, par tous ceux qui croient que ce jardin mérite d'être cultivé, nous aurons la jungle la plus féroce. Donc c'est une affaire de discipline personnelle, d'éthique et de la responsabilité individuelle, de détermination à faire en sorte que cet espace d'universalisme, ce jardin de la raison, ne se laisse pas envahir par toutes les ronces de la violence, de la malédiction et de l'affrontement. Une toute dernière question. Vous allez à la rencontre des Français au nom du mouvement politique que vous avez créé, la Convention. Que vous disent-ils justement sur ces sujets fondamentaux des principes républicains ? Est-ce que ce sont des sujets qui les préoccupent, qui les inquiètent, ou ce ne sont pas du tout des questions qu'ils évoquent avec vous ? Non, ce sont des questions fondamentales qui les préoccupent beaucoup. Et ils ont le sentiment que la perte de confiance, la perte de dignité, le risque de décrochage du pays, le respect qui leur manque, la confiance à laquelle ils aspirent, seront d'autant plus forts demain que
les acteurs politiques seront capables de faire prévaloir ces principes que nous avons depuis trop longtemps laissés sur le bord du chemin, la laïcité, l'altérité, le respect des institutions, le respect des principes de l'ordre public, le refus des discriminations qui va avec le respect de l'ordre public, parce que la discrimination, elle naît aussi du plus grand désordre et du plus grand éloignement des principes de l'état de droit. Donc les Français constituent un peuple intelligent. Et l'intelligence des Français est d'autant plus forte, plus visible, plus belle à voir qu'on parle à cette intelligence plutôt qu'à leurs instincts. Merci beaucoup Bernard Cazeneuve d'avoir accordé cet entretien à RCJ à l'occasion des commémorations du 10e anniversaire des attentats de janvier 2015. Merci infiniment.